Alors, bonjour à toutes et merci d'être ici ce soir pour la rencontre avec l'équipe derrière Couleurs d'enfants, la clé de l'intégration. Pour me présenter, mon nom c'est Jolette Côté et je suis la fondatrice de Couleurs d'enfants, la clé de l'intégration, qui partage comme mission l'inclusion de la diversité ethnique et physique dans les activités éducatives et ce, dès la petite enfance. Pourquoi est-ce que j'ai créé Couleurs d'enfants, la clé de l'intégration? Cette idée a émergé depuis que je suis éducatrice à la petite enfance, il y a plusieurs années. J'avais envie de créer un projet comme ça pour sensibiliser les éducateurs et les éducatrices à la petite enfance sur les impacts des préjugés dans le développement des enfants. Parce que c'était une préoccupation que j'avais en tant qu'éducatrice. Parce que malheureusement, dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé, j'ai été témoin à quelques reprises de préjugés à caractère racial et physique dans les milieux éducatifs, et ce, parfois devant les enfants. Alors, je me suis souvenue qu'en tant que Québécoise, issue de la diversité ethnique, qui a grandi au Québec, j'ai été moi-même victime de préjugés à caractère racial. Et ça m'a tellement affectée quand j'étais enfant, au point d'en arriver à détester ma couleur de peau, au point aussi à me méfier des personnes qui avaient eux aussi la peau noire, comme moi, parce que j'ai fini par intégrer justement dans ma compréhension du monde en tant qu'enfant que être noir, c'était un problème, c'était une problématique. Donc, j'ai grandi avec cette pensée-là. Ça a contaminé ma confiance en moi et mon estime en moi. Donc, quand j'étais éducatrice et que je regardais et qu'on accueille justement des enfants issus de la diversité, je les regardais dans les yeux et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas vrai. Vous n'allez pas vivre ça, vous aussi. Je vais vous épargner ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais créer un projet pour sensibiliser les intervenants de la petite enfance pour qu'ils soient mieux conscients des impacts, des commentaires, justement, à caractère préjudiciable sur le développement des enfants et dans la confiance des enfants aussi. Alors, pour aller chercher mes réponses, parce qu'il fallait que je comprenne d'où proviennent les préjugés et pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas, en fait, dans les milieux de travail dans lesquels je travaillais. C'était un sujet très tabou, puis même moi, je n'étais pas à l'aise d'en parler. D'ailleurs, je n'en parlais même pas à mes collègues parce que j'étais moi-même mal à l'aise d'aborder le sujet avec eux. Alors, je me suis dit, avant de partir un plan stratégique ou d'intervention pour sensibiliser le personnel en service de garde, il fallait que moi-même, j'aille chercher les réponses, à savoir c'est quoi les origines des préjugés, d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on n'a pas, en tant qu'intervenante, ça vient pas tant, en tout cas, je ne sais pas comment formuler ça, mais c'est comme si on ne se remettait pas vraiment en question à ce niveau-là. Donc, je suis allée chercher des réponses à l'université et je les ai obtenues. J'ai compris dès lors c'était quoi les sources des préjugés. Donc, j'ai compris que ça partait de l'ignorance et de la part de l'autre, beaucoup. Et quand j'ai su ça, ben, je me suis dit, bon, ben, comment qu'on combat l'ignorance? C'est par l'information et la formation. Et bon, ça, c'était la première solution. Et aussi, à travers l'université, je suis allée suivre un certificat en animation culturelle. Et tous mes travaux tournaient autour des services de garde. Ça m'a permis de me familiariser davantage avec la culture des services de garde, ainsi qu'avec l'histoire des services de garde du Québec. Et de plus, c'est ça. Donc, j'ai découvert à travers les animations culturelles qu'on développait, en tout cas dans nos cours, des activités interculturelles qui permettaient justement d'inclure les gens, la culture de d'autres communautés dans les activités institutionnelles ou organisationnelles. Et je trouve ça super intéressant et c'est là que j'ai pris conscience qu'on n'intégrait pas vraiment d'activités interculturelles dans les milieux de garde, du moins pas dans les milieux de garde dans lesquels j'ai travaillé. Ensuite, j'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines parce que, en tant qu'éducatrice à la petite enfance, je me suis souvent demandé
je me posais des questions à savoir pourquoi j'avais l'impression que la direction n'était pas intéressée à nos préoccupations. J'avais l'impression, je me sentais un peu délaissée par la direction, puis je n'étais pas la seule. Entre collègues, on se parlait souvent de ça, puis on se sentait vraiment un peu, c'est ça, seul dans notre milieu de travail. On ne sentait pas nécessairement qu'on avait l'appui de la direction. Puis je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on ressentait ça? Et à travers mes cours en gestion des ressources humaines, encore une fois, tous mes travaux, c'était une obsession tournée autour des services de garde. Et ça m'a permis de mettre en lumière le rôle des gestionnaires en service de garde. Et je me suis rendu compte que, effectivement, les gestionnaires sont super débordés par des enjeux qui sont liés à la gestion des ressources humaines, par la gestion financière, par la gestion matérielle, et qu'il y a d'autres préoccupations aussi que les gestionnaires ont, que nous, en tant qu'éducatrices, on n'a pas nécessairement besoin de se préoccuper. Alors, c'est là que j'ai compris que l'étendue des tâches des gestionnaires faisait en sorte que malheureusement, pour les gestionnaires, même s'ils voulaient en faire davantage pour répondre aux besoins de leur personnel, mais sont tellement débordés par les tâches administratives que ça leur enlève malheureusement du temps à consacrer pour leur personnel en service de garde. Donc, ça, j'ai compris ça, et que j'ai pu me familiariser un peu avec le rôle des gestionnaires. Et ça m'a permis de comprendre un peu les enjeux à ce niveau-là. Puis ensuite, j'ai suivi un cours en immigration et relations interethniques. Pourquoi? Parce que même si physiquement, j'ai l'apparence j'ai l'apparence d'une immigrante, je n'ai jamais vécu l'immigration. Alors, même moi, étant donné que je n'ai jamais vécu l'immigration, je ne connaissais pas les préoccupations des familles immigrantes. Je me suis souvent demandé, quand j'étais éducatrice, si mes interventions étaient adaptées aux besoins des familles immigrantes. Et est-ce que c'est ce qu'elles attendent de nous? Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est quoi les attentes des familles immigrantes dans l'éducation de leurs enfants? Parce que ce sont quand même ce sont des parents, on le sait. Et étant donné que je n'avais pas de formation en immigration et relations interethniques, je me sentais pas assez bien outillée pour connaître les attentes des familles. C'est ça, donc dans l'éducation des enfants. Puis comme je voulais bien faire, comme toutes les éducatrices, les éducateurs, on veut tous bien faire, eh bien, j'avais besoin de plus de compréhension et d'études et de formation justement sur ces enjeux-là pour me faire mieux grandir en tant qu'intervenante et aussi pour adapter des interventions qui répondent mieux aux besoins des enfants, qui sont issus de la diversité ethnique, mais aussi la diversité physique, parce que chez les familles immigrantes, il y a aussi des enfants à besoins particuliers. Donc, on assiste là à un double standard, si on veut, où il y a la culture qui diffère des fois de celle, la culture des parents qui diffère parfois de celle du Québec, puis et les enjeux liés aux besoins particuliers. Donc, c'est toutes des informations que j'avais besoin d'aller savoir, j'avais besoin de me familiariser un peu plus avec cette réalité-là qui m'échappait totalement comme intervenante en petite enfance. Donc, c'est ce qui m'a amené presque 10 ans plus tard à développer le projet Couleurs d'enfants à la clé d'intégration avec la collaboration avec le soutien de l'incubateur civique et de la Maison de l'innovation sociale qui ont vraiment été des grands joueurs dans le déploiement du projet. Finalement, on est arrivé au résultat de fonder l'OBNL Couleurs d'enfants pour soutenir les intervenants de la petite enfance et pour leur offrir les outils qu'ils ont besoin, les outils éducatifs qu'ils ont besoin par la formation, par les ateliers de jumelage interculturel aussi qu'on fait, et aussi par des ateliers de coaching et des animations interculturelles aussi. Donc, tout ce que donc c'est ça. Donc, finalement, Couleurs d'enfants, c'est un espace pour les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance où ils peuvent aller puiser de l'information et du matériel éducatif pour les soutenir dans leur rôle éducatif et aussi pour valoriser la profession des éducateurs et des éducatrices parce que Dieu sait à quel point je suis bien placée pour parler du manque de valorisation des éducateurs et des éducatrices dans les milieux, mais aussi pour
pour développer justement des outils stratégiques qui permettent une meilleure valorisation. Et ça passe beaucoup par des espaces où les éducateurs ou le personnel en petite enfance peut communiquer entre eux et peut développer des outils stratégiques qui favorisent justement l'inclusion des familles et aussi des animations interculturelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces où le personnel peut travailler en équipe, peut être supporté par des spécialistes de divers milieux, que ce soit en éducation à l'enfance, que ce soit en santé, des travailleurs sociaux en santé, en services sociaux. Donc, c'est ça Couleurs d'enfants. Donc, c'est vraiment un espace de soutien pour les éducateurs et les éducatrices où elles peuvent puiser auprès des ressources professionnelles qui sont dans le milieu, qui travaillent auprès de Couleurs d'enfants. Donc, si les éducatrices ont des questions, veulent se familiariser avec telle réalité, bien, nous, on est là pour eux autres. On est là pour leur offrir vraiment les documents nécessaires pour mieux les outiller et mieux les accompagner. Alors voilà, c'est ça qui clore ma présentation. Nous allons passer à Hélène Gingras. Bonjour à tout le monde, très contente de me joindre. Bien, c'est tout récent, là, en fait, à Couleurs d'enfants. Donc, je suis très contente de pouvoir vous rencontrer puis me familiariser encore plus avec des concepts, vos réalités puis vos vécus. Pour faire simplement, ça fait 8 ans que je travaille en fait comme soit intervenante ou conseillère là, auprès dans le fond, des familles issues de l'immigration. J'ai travaillé dans différents organismes à Montréal, au nord du Québec. Et là, maintenant, je suis dans la région qui s'appelle des Aides-Chemins. Donc, c'est à peu près à 1h30 de Québec. C'est tout près de la Beauce. Vous entendez beaucoup parler peut-être de la Beauce. Bien, on est les voisins. Donc, on est dans une région qui est assez dévitalisée en termes économiques et tout ça, mais on a un milieu très dynamique en termes de partenariat puis de soutien à la communauté, aux familles. Donc, c'est un milieu qui est assez mobilisé autour du milieu communautaire. Donc, moi, je travaille à 2 endroits. Je travaille à la commission scolaire comme enseignante en francisation auprès des adultes. Issus de l'immigration. On a une population majoritairement de travailleurs temporaires qui sont arrivés il y a quelques années, issus beaucoup de l'Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc, beaucoup des personnes hispanophones. Et après quelques années, les familles ont commencé à arriver. Donc, je travaille directement là, en étroite collaboration avec l'école, la maison de la famille. C'est un peu ça ma réalité. Moi, je suis assez terrain. Là. Je suis avec les gens, puis on va faire l'inscription à l'école, on parle des services. On est vraiment dans le day-to-day, là, je dirais. Puis c'est un peu ça. Puis je travaille à la commission scolaire en enseignement, puis dans l'organisme, c'est un carrefour jeunesse-emploi où on fait l'accueil des familles de nouveaux arrivants. Donc là, je suis arrivée il y a 3 ans ici. Puis dans le fond, j'ai mis en place en fait le programme d'accueil des nouveaux arrivants. Donc là, dans les derniers 6 mois, je travaille plus sur le plan d'action en accueil des personnes issues de l'immigration pour que les élus, que les municipalités adaptent leurs services. En gros, c'est ça l'idée. Donc, qu'on se mobilise au niveau plus politique aussi, car le communautaire est très présent, mais il manque comme encore des prises de conscience, je dirais. Donc, j'accompagne tout ça. Puis, côté études, j'ai fait une maîtrise. C'était en loisirs, culture, tourisme, mais j'ai axé mon étude sur les populations autochtones du Québec, donc le côté mobilisation, comment ils travaillent, quelles sont leurs valeurs, leur façon de fonctionner en communauté pour porter des projets. C'est ça. Donc, c'est ça ma présentation, disons. Dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale depuis maintenant 2 ans. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac en travail social, mais j'ai aussi fait des certificats comme en intervention auprès des jeunes, en gérontologie, puis en action communautaire. Maintenant, présentement, je travaille auprès d'une clientèle adulte en santé mentale là, pour l'hôpital Charlemagne. On travaille vraiment dans la communauté, sur le terrain. Je me déplace chez les personnes.
Puis vraiment, ce que je fais dans mon travail en ce moment, c'est d'aider les personnes à cheminer. Puis, qu'est-ce que je remarque souvent là, depuis que je suis sur le terrain? Souvent, le regard que les personnes ont sur eux-mêmes au niveau de l'estime personnelle, la confiance qu'ils ont, c'est tellement souvent une grosse blessure de souffrance qui est un frein pour énormément d'aspects dans leur vie. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant au niveau de couleur d'enfant, justement, c'est quand on vient intervenir au niveau de l'enfance, surtout au niveau de la communauté immigrante, tout ce qui est préjugé, tout ce qui est ce que les jeunes peuvent entendre, ça a vraiment une répercussion directe là, sur leur estime personnelle. Donc, venir intervenir à cette période-ci, c'est vraiment un très bénéfique là, pour le cheminement. Dans le fond, avec moi, ce que je développe avec mes expériences en ce moment, c'est vraiment au niveau d'expérience au niveau du terrain. J'ai beaucoup développé un aspect clinique, un aspect d'analyse au niveau au niveau social de la communauté. Donc, c'est toutes des petites connaissances qui peuvent être très utiles auprès de la communauté. Moi, je fais partie, dans le fond, du conseil d'administration. Donc, c'est pas mal ça en général. En fait, moi, je représente, là, en fait, je suis éducatrice en CPE à la base là, depuis 20 ans. Je représente le syndicat des travailleuses en CPE là, de Montréal-Laval. On est 2200-2400 membres environ. Là. Ça regroupe là, toute la région là, de Montréal et Laval. Et c'est ça, j'ai deux là, de mes collègues là, on a comme commencé à monter un peu un projet là, sur le racisme parce que c'est ça, on voit de plus en plus là, moi ça fait 5 ans je suis au syndicat puis on voit de plus en plus de travailleuses qui ben, au niveau mettons des clans, clivages et tout ça, ça occasionne des mauvais climats de travail. Bref, c'est ça, fait que c'est pour ça que entre autres là, on a voulu en savoir un peu plus là, sur ce que Madame Côté, dans le fond, tout ce projet-là. Alors, fait que c'est ça, en gros, là, on est ici pour essayer d'apprendre des choses et pour essayer d'outiller le plus possible là, les éducatrices. Là, d'ailleurs, c'est ça, on fait des soirées un peu là, climat de travail, un petit bout là, sur c'est ça, racisme versus harcèlement et tout ça. Là, on essaie un peu de démystifier des choses pour que si elles-mêmes, un peu là, ce que Madame Côté disait tantôt, si elles-mêmes sont sensibilisées à tout ça, ben ça va, auprès des enfants, là, ça va refléter. Là. Alors, fait que c'est ça. Moi aussi, je suis éducatrice en CPE, là. Tout le monde, donc je me présente, mon nom est Maria Gershan. Donc, moi aussi, je suis travailleuse sociale auprès des familles, mais c'est plus auprès des familles en crise. Je suis une ancienne éducatrice à l'enfance, donc j'ai travaillé plusieurs années en CPE, puis j'ai fait quelques mois au scolaire. Puis en fait, pour raconter un peu mon parcours migratoire, donc je suis arrivée au Québec très jeune, à l'âge de 5 ans. Donc avec tout ce qui va avec, tous les clichés qui vont avec une mère monoparentale, plusieurs enfants. Donc moi, j'ai vécu beaucoup de racisme, je dirais, arrivé au secondaire quand on a changé de quartier. On est passé, j'ai grandi dans un quartier immigrant, puis vers l'adolescence, on a déménagé dans un quartier un peu plus québécois. Donc c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais différente, que j'ai vécu beaucoup de racisme, autant avec les élèves que les professeurs. Puis, bon, avec le temps, tu crées une carapace, tu essaies de te défendre du mieux que tu peux. Et par la suite, ce qui a été triste, c'est que j'ai encore vécu du racisme en tant qu'éducatrice, chose qui m'a beaucoup étonnée. Donc, c'est vraiment, moi, je considère que c'est des choses qui arrivent souvent dans des CPE. Je suis d'accord avec toi, Geneviève, c'est vrai que ça arrive souvent qu'il y a des clans qui se créent, tu sais.
Pourquoi? Moi, je crois que peut-être que ce qui arrive, c'est que quand il y a quelqu'un devant toi qui te ressemble, tu as plus tendance à aller vers la personne qui te ressemble. Chose qui ne devrait pas arriver. Mais bon, je crois que c'est intuitif, c'est un truc psychologique. Myriam, elle pourra m'aider avec ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, je crois vraiment à couleur d'enfant parce que je me dis que les prochaines générations ici au Québec, il y aura plus de 100% québécois. Il va savoir encore c'est quoi être québécois. C'est tellement large être québécois. Donc, je souhaite profondément que, pas que le racisme disparaît, mais que au moins on puisse moins en parler en tout cas. Merci Jolette. Merci pour l'invitation de ce soir. Alors en fait, je vais pour Geneviève qui n'était pas là tantôt et Karen aussi. Alors mon nom est Myriam Copry. Je suis intervenante sociale à la direction de la protection de la jeunesse depuis une dizaine d'années. Je me suis spécialisée dans l'évaluation des capacités parentales et l'adaptation des pratiques parentales en contexte migratoire. Suite, bien sûr, à la surreprésentation des enfants issus de l'immigration, on le sait depuis plus de 20 ans au niveau de la protection de la jeunesse. Ça nous indique qu'il y a des écueils ou des difficultés pour les parents à continuer à exercer pleinement leur rôle parental. Alors, j'ai participé à l'élaboration d'un guide pour les parents immigrants. C'est le seul au Québec qui est en train de se développer partout. Ça s'appelle Espace Parents, où on a, bien sûr, c'est une co-création avec des parents immigrants. On a élaboré des ateliers pour qu'ils puissent comprendre les changements dus à l'immigration, ce qu'ils vivaient, comment adapter les pratiques parentales sans se perdre et en accompagnant les enfants dans leur biculturalité. C'est une partie de ce que je fais. D'autre part, je suis aussi formatrice interculturelle, autant pour les professionnels, milieu scolaire, donc services santé sociaux, communautaires. Je donne des formations sur l'impact de l'immigration sur la dynamique familiale, l'adaptation des pratiques, comment intervenir, gestion du stress, ainsi de suite. Bien sûr, tout ce qui est en lien avec la parentalité. Et maintenant, donc, je vais donner des formations aussi à couleur d'enfant par rapport à la question comment accueillir les enfants et les parents, parce que c'est aussi l'accueil des enfants et des parents issus de la diversité. Pour répondre un peu à Maria, l'un des domaines pour les familles immigrantes qui n'a jamais été traité jusqu'à maintenant, pensez, c'est vraiment toute la question du changement au niveau des rôles. Parce que être parent, c'est vraiment très circonstanciel, c'est dans un univers particulier et tout est valable, dans le sens que ce sont des normes sociales dans l'univers à l'autre bout de la planète. Nous, on a un autre univers, mais le nôtre, c'est le nôtre, avec nos normes, avec des choix que nous avons faits. Alors, toute la question de la décentration, après l'approche interculturelle, reconnaître que nous avons nous-mêmes nos valeurs, mais des valeurs qui sont basées sur notre environnement physique, l'hiver, l'histoire, la langue française, le rapport homme-femme, ça fait partie de l'histoire, et que les gens qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas cette même, je dirais, ces mêmes composantes. Moi, j'appelle ça une transplantation. Je fais toujours des parallèles, je dis, ça, c'est comme une greffe. Quand on arrive, on essaie de se greffer. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Puis, il faut bien arroser aussi. Et pour les parents, moi, dans ma pratique, ce que j'ai vu, c'est que les parents, c'est une douleur. Ok, c'est un deuil. Ils ne le savaient pas.
Ils pensaient vraiment venir pour le bien-être des enfants, pour de meilleures conditions économiques. Mais, et ce que je leur dis toujours à mes parents, en dessous, il y avait une petite ligne qui disait que les enfants allaient être différents. Et ça, ils ne sont pas prêts à cela. Et c'est normal parce que quand on est parent, on est là pour transmettre. On ne peut pas faire différemment parce qu'on évolue dans un cadre avec des normes. Et en sortant de ce cadre-là, le parent est obligé de s'adapter et en même temps, il faut continuer à élever des enfants. Et ça, c'est seulement en immigration que ça se produit. Nulle part ailleurs, dans aucune circonstance. On a donc l'inversion des rôles, des enfants qui savent plus que les parents. Et notre cadre à nous, nous leur donnons beaucoup de pouvoir. Et vous voyez, je m'inclus parce qu'on a notre code civil qui va changer prochainement et qui va encore donner du pouvoir aux enfants. Sauf que les parents, eux, n'ont pas encore atteint ce degré pour pouvoir soutenir leurs enfants dans cette autonomie. Alors, ça fait un écart. Et quand nous faisons des interventions, on peut briser les familles parce que nous appliquons nos cadres de référence professionnels d'une manière généralisée, sans tenir compte du parcours migratoire de chaque famille. Et donc, on le voit à la DPJ où on est très centré sur les enfants. On a beaucoup d'enfants qui sont placés, ce n'est pas pour rien. Parce que quand des enfants à l'adolescence commencent bien sûr à manifester beaucoup d'indépendance, pour les parents, c'est vu comme un danger. Et nous n'avions jusqu'à maintenant aucun lieu pour soutenir les parents dans la compréhension de ce qui était en train de se passer pour leurs enfants, mais pour eux-mêmes, toutes les angoisses que cela peut provoquer. Un enjeu majeur parce qu'au niveau des services de garde, on se rend compte aussi qu'au niveau des professionnels, il peut y avoir des fractures. Et dès qu'on voit des clans, ça veut dire qu'il y a du racisme, de la discrimination. Et ça, on le dit à l'école aussi. Dans les milieux scolaires, dans les cours de récré, dès qu'on voit les enfants se séparer, alors il y a des enjeux de racisme, de discrimination qu'il faut adresser. Mais la parentalité, l'éducation, c'est vraiment spécifique à chaque environnement et d'où je pense, l'importance d'avoir Couleurs d'enfants pour outiller les professionnels, les sensibiliser au fait que notre cadre à nous n'est pas universel et n'a pas la primauté. Par contre, dans l'intérêt de ces enfants qui évoluent ici, il est important de soutenir les parents pour qu'ils puissent faire en sorte que les enfants s'épanouissent bien, qu'ils gardent une identité culturelle de leurs parents. C'est important, il faut qu'ils aient des racines, mais également qu'ils puissent apprendre de ce qu'il y a au Québec parce que c'est leur société. Donc, c'est vraiment ces deux choses qui sont un peu complexes et que moi, j'ai décidé de m'investir. Et donc, je fais aussi du coaching pour les professionnels, des coachings de groupe ou individuels. On a aussi des groupes de co-développement et je fais aussi du coaching pour les parents afin de les outiller sur des compétences de vie qu'ils doivent développer pour accompagner leurs enfants. Parce qu'ils ne vont pas rivaliser avec l'école. L'école a son cadre et on ne peut pas changer le cadre. Les enfants sont plus autonomes, on ne pourra rien y faire. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels les parents ont des leviers. Et ça, ils ne le savent pas. Donc, dans le coaching, je leur apprends à découvrir ces leviers plus intrinsèque qui va permettre à l'enfant de développer plus l'humanité et non pas d'avoir une carrière professionnelle ou d'être performant, je ne sais pas trop où, mais beaucoup plus le lien en tant qu'humain avec les autres, la compassion, le partage, l'implication. Voilà, ce sont des choses qu'on apprend dans le coaching, dans des compétences de vie pour accompagner leurs enfants et retrouver surtout leur autorité parentale qu'ils pensent avoir perdue et que des fois, réellement, ils perdent par notre intervention. Mon Dieu, ça y est, j'ai fini. C'est bon. Bonjour, et moi aussi, d'emblée, je remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir
s'intégrer à une nouvelle équipe et peut-être de rebondir sur un aspect plus spécifique que j'ai quand même abordé tout au long de ma carrière, mais de manière aussi pointue, peut-être pas à ce point. Alors, donc, je suis dans le domaine de l'éducation à l'enfance depuis, j'ose pas dire le nombre d'années, vous allez deviner mon âge. Depuis, ben voilà, 39 ans. Et j'ai enseigné très, très longtemps. Puis d'ailleurs, mes débuts dans l'enseignement, c'est vraiment du temps où le plateau Montréal était teinté d'immigrants portugais dans les années 80. Ça a été mes élèves adorables. Et ensuite, ben, j'ai vraiment, je suis allée chercher une formation au niveau d'une maîtrise. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai abouti dans l'enseignement en éducation à l'enfance avec les diplômes que j'avais au Cégep Édouard-Montpetit. Alors, j'y ai œuvré pendant 30 ans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite de l'enseignement, mais pas du travail. Et je continue à donner des formations beaucoup dans les CPE, les garderies. Et ça peut arriver aussi dans les jardins d'enfants. Il y a toutes sortes d'entités là, avec des particularités administratives, là, mais là où il y a des enfants, finalement. Et ce que je fais, ça sur quoi je mets beaucoup d'accent depuis les dernières années, c'est vraiment d'accompagner des éducatrices sur le terrain qui arrivent au pays ici et qui n'ont pas pu faire reconnaître leurs compétences acquises là-bas dans leur pays d'origine. Ça veut dire des enseignantes, beaucoup, et puis ici, il n'y a pas d'équivalence comme telle. Alors, elles ont l'impression, c'est le cas aussi, de partir à zéro. Donc, je les accompagne dans le processus de reconnaissance de leur acquis. Elles ont des entretiens à faire, elles ont des travaux à préparer, des observations aussi que je dois faire. Et ma clientèle, notre clientèle, parce que c'est au Cégep Édouard-Montpetit là que je travaille, c'est vraiment presque à 90% de diversité ethnique. Ce qui fait que je vois effectivement des difficultés, bien plus que de faire reconnaître leurs compétences. C'est quand même un processus très, très rigoureux, mais aussi à l'intérieur du métier qu'elles exercent, c'est-à-dire parfois de l'incompréhension, des confrontations, des chocs par rapport à leurs valeurs acquises dans leur propre éducation, qui fait qu'on doit se tourner vers des théories de développement. On essaie de ramener ça au niveau du programme éducatif Accueillir la petite enfance du ministère de l'Éducation, qui a été mis à jour en 2019. Donc, si on parle d'humanisme, on parle de tous les êtres humains qui sont au l'âge de leurs premières années de vie, donc les enfants. On va parler de soutien démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus un style directif. Alors, il y a beaucoup d'écarts de CPE ou d'une garderie à l'autre, mais on essaie de travailler à partir de ce cadre de référence-là. Donc, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle une spécialiste ça fait un peu prétentieux, là, mais c'est comme ça qu'on nous appelle, une spécialiste en éducation à l'enfance. Donc, ça couvre les 0-12 ans. Et puis, je souhaite pouvoir offrir mes services, en apprendre aussi, en étant une coéquipière avec vous tous. Toutes, on est tous des femmes. Donc, je crois beaucoup en l'unité dans la diversité. Je crois pas qu'on a à être pareil, homogène. Je crois qu'on a à travailler beaucoup la compréhension,
d'élargir nos horizons et ça passe beaucoup par la conscience et la connaissance. Connaître, c'est déjà beaucoup par rapport à franchir des limites, par rapport à construire des ponts entre nous. Et ce sont des valeurs qu'elles j'adhère et que j'essaie d'entretenir même dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup d'amis qui sont issus de toutes sortes d'origines et je trouve que c'est une grande richesse. Mais je veux aider à contribuer à ma façon. Mon but ultime, je vais vous le dire, ça a l'air tellement utopique, mais je crois beaucoup aux petites graines qu'on peut semer et qui font une différence parce qu'elles finissent par pousser quand on leur donne ce dont elles ont besoin. Mais construire une paix mondiale, c'est-à-dire qu'on va y arriver de génération en génération un peu plus, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait faire que peut-être mes actions, mes réflexions, mon partage, mes associations avec d'autres amèneraient peut-être à apporter une petite brique dans cette grande construction-là. Mais je crois beaucoup au long terme, je crois au petit à petit, au pas à pas. Et je suis contente. Ça me fait beaucoup de couleurs et de bonheur d'imaginer que je peux contribuer, que je peux beaucoup apprendre aussi.